Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion sur la question, et je suis très heureux de le faire à la suite du premier orateur, parce que je pense que nos deux propos vont vraiment faire écho l'un à l'autre. Une réflexion à partir de quelques comparaisons historiques sur les liens entre catastrophe et pouvoir politique. Donc, comme cela a été rappelé par Fabien à l'introduction, moi j'interviens en tant que philosophe des sciences plus particulièrement. Je travaille sur les questions des savoirs environnementaux et des liens entre société et environnement, et surtout sur les périodes anciennes. Alors, il y a un peu plus d'un mois de cela, vous le savez, le 6 février, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont été ravagés par un séisme d'une amplitude considérable, dont le bilan, en termes de destruction matérielle et de victimes humaines, continue à s'alourdir jour après jour depuis le 6 février. Alors, cette région du monde est familière de ce type d'aléas. Elle a toujours connu des destructions de villes, suivies de reconstructions. Et l'historien de la période antique peut multiplier les sources et les témoignages faisant état de cet événement, enfin de ces événements, qui sont des événements récurrents et qui, d'une certaine manière, pourrais-je dire, sont des événements presque ordinaires dans cette partie du monde. Pourtant, lorsque le désastre, qui est un désastre d'origine naturelle, atteint une certaine ampleur, ou lorsqu'il se produit dans un certain cadre sociopolitique, il est vécu sous l'angle de la catastrophe et peut prendre alors une tournure propre à déstabiliser ou à bouleverser aussi bien les structures sociales que le pouvoir en place. Alors, pour revenir aux événements récents auxquels je fais référence, je me contenterai de citer, mais j'aurais pu multiplier les exemples tirés de la presse, je me contenterai de citer la une du journal du Monde du vendredi 10 février 2023 qui titrait « En Turquie, l'après-séisme prend un tour politique ». Et la page 4, qui couvrait cette situation, portait le titre suivant « Séisme en Turquie, Erdogan obligé de se défendre ». Les motifs de la colère d'une part importante de l'opinion turque sont assez classiques en l'occurrence. Je les résume. Mauvaise organisation, voire absence des secours portés aux victimes, c'était le motif principal. Et puis, comme motif secondaire, mais néanmoins fondamental, incapacité du pouvoir en place à préparer le pays à une catastrophe prévisible, notamment à travers la folie des constructions ne tenant pas compte du risque sismique avéré dans cette partie du monde. Et le journaliste qui couvrait les événements exprimait le risque que cet épisode faisait porter sur la possible réélection du chef de l'État qui est actuellement en campagne. Alors, l'histoire nous dira si tel est le cas. Alors, on pourrait bien sûr réduire cette situation à un enjeu de gestion du risque et du désastre, et donc à ce qui relève du politique au sens propre, c'est-à-dire la bonne administration des affaires de la cité, y compris face à des situations exceptionnelles et dramatiques. Mais je voudrais montrer que l'enjeu, en fait, est plus profond que cela et qu'il s'agit d'un enjeu de définition du pouvoir. En d'autres termes, je voudrais essayer de proposer quelques hypothèses pour répondre à la question suivante. Où se situe le pouvoir en situation de catastrophe? Alors, c'est cette rencontre entre catastrophe et pouvoir que je vais illustrer à travers quelques exemples et quelques comparaisons historiques. Alors, comparaison ne valant pas raison, j'ai bien conscience de ce que les cas que je m'apprête à présenter, qui sont uniquement quelques cas, sont insuffisants pour permettre des généralisations assurées, mais il me semble révélateur du fait qu'une catastrophe constitue, de ce qu'une catastrophe constitue, c'est-à-dire un moment de crise, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le moment où l'ordre établi peut être remis en question. Alors, je vais m'appuyer largement sur certains des travaux issus du programme Atlantis, qui était un pari scientifique financé par la région Pays de la Loire, que j'ai pu coordonner entre 2015 et 2019 et qui interrogeait
l'imaginaire de la fin du monde et qui interrogeait cet imaginaire de la fin du monde à travers le prisme de la catastrophe ou des catastrophes, donc à travers le prisme de l'expérience vécue par les sociétés humaines face à ce qui relèverait de la catastrophe. Alors nous allons remonter un peu dans le temps et nous intéresser au contexte romain. Alors pour ce qui est de notre Antiquité, je laisserai de côté le monde grec. Non qu'il n'ait rien à nous dire sur ces questions, mais parce que la diversité des structures politiques qui caractérisent ce monde grec antique, ainsi que les profondes mutations qu'elles ont pu subir tout au long de leur histoire, notamment entre la période dite classique et la période hellénistique, rendent l'approche beaucoup plus complexe et difficile à aborder dans le peu de temps qui est imparti aujourd'hui. Alors, le monde romain n'est pas moins complexe, loin de là, mais il est vrai que sur le plan des structures politiques, son histoire est plus aisée à retracer. Alors, dans un ouvrage collectif que j'ai récemment coédité avec Rita Compatangelo-Sousignan, qui est professeur ici à l'Université du Mans, professeur d'histoire romaine, et avec Francesca Diosono, donc un ouvrage qui portait sur le vécu des séismes, des phénomènes sismiques dans le monde méditerranéen, aux époques anciennes, Antiquité et Moyen-Âge. Un certain nombre de contributions ont pu aborder cette question des relations entre catastrophes naturelles, alors en l'occurrence ici il s'agissait de phénomènes sismiques, et pouvoir politique. Alors l'un de ces textes, le texte de Paolo Garofalo, dont je donne le titre, Tremblement de terre et lutte politique, Cicéron, Claudius et les événements prodigieux de 56 avant Jésus-Christ, présentait une enquête sur un événement prodigieux dont l'importance fut telle qu'elle attira l'attention des aruspices, c'est-à-dire il s'agissait d'une secousse, une secousse puissante qui avait secoué le Latium, donc en 56 avant Jésus-Christ. L'auteur, Garofalo, montre que ce prodigium, pour reprendre les termes de la langue latine, donc ce prodige, ce phénomène extraordinaire, joua un rôle central dans le contexte de tensions politiques extrêmes de ce milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, et surtout dans le différend très violent qui opposait alors Cicéron, Milon et Claudius. Je ne vais évidemment pas reprendre le contexte. L'argumentation de Garofalo vise à montrer comment des événements naturels prodigieux, donc en l'occurrence une forte secousse, qui fait penser pour nous à une secousse sismique, donc comment ces événements ont pu être instrumentalisés dans la compétition politique entre partis à la fin de la République. Claudius, adversaire de Cicéron, utilisa l'annonce de cet événement, annonce qu'il avait été chargé de porter à la connaissance du Sénat parce qu'il occupait alors la fonction d'édile. Il utilisa donc cette annonce en imputant la cause de la colère divine, puisque c'est ainsi qu'on interprétait assez généralement ce type de phénomène, donc en imputant la cause de la colère divine à l'impiété de Cicéron, qui était alors accusé d'avoir profané le sanctuaire dédié à Libertas, donc à la liberté. Et Cicéron répondit à ces allégations en prononçant un discours resté célèbre, ironisant sur l'usage fait de la consultation des aruspices. Et avec la plus grande ironie, il attribue à son tour l'événement au trouble de la Pax Deorum, dont les manœuvres politiques de Claudius seraient responsables. L'orateur considère qu'il faut prendre ce prodige comme un avertissement très sérieux des menaces planant sur la res publica. Alors, Garofalo rappelle que l'historien Dion Cassius rapporte d'autres événements enregistrés la même année, donc je donne très rapidement la liste. Le déplacement d'un petit temple de Junon construit sur le mont Albin, qui se serait retrouvé face au nord alors qu'il avait été édifié face à l'Orient. Un éclair lumineux jaillissant du midi et s'élançant jusqu'au nord. Un loup entré dans la ville. Alors ça arrive souvent dans le contexte romain, l'entrée des loups dans la ville. Un tremblement de terre dont la localisation n'est pas précisée. Des citoyens frappés par la foudre. Des bruits souterrains entendus dans le Latium et enfin la statue de Jupiter, In Monte Albano, foudroyée. Donc à cette occasion, l'historien, donc Dion Cassius, fait référence aux différents opposants Cicéron et Claudius. Et je lis donc la phrase conclusive de Garofalo. Il demeure que l'épisode est encore un exemple d'asservissement de la religion à la politique
qui, entre les mains d'individus sans scrupules et en utilisant des signes et des manifestations de la nature, la manipule et la bouleverse. » Fin de citation. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est la religion ici qui est asservie à la politique ou l'inverse. Il faut avoir à l'esprit ce lien intrinsèque entre religio et politique à Rome, sous l'angle de ce que l'on appelle en latin la superstitio, la superstition. La situation est comparable dans le monde grec, mais les institutions de Rome contribuent à tisser un lien institutionnel indissoluble entre ces deux sphères de l'activité sociale, la sphère du religieux et la sphère du politique. Alors évidemment, du point de vue de nos sociétés occidentales contemporaines, ce lien entre religion ou superstition et politique paraît non seulement ténu, mais même illégitime. Pourtant, d'un point de vue anthropologique, on peut dire que la plupart des sociétés adhèrent à cette vision de l'ordre du monde dont la dimension est perçue comme cosmique. Et ainsi, la divinité ou les puissances surnaturelles, en tout cas quel que soit le nom qu'on leur donne, divinité, puissance naturelle, régissent l'ordre du monde et le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir séculier, est garant du respect de cet ordre quand il ne l'incarne pas dans ses fondements mêmes. Alors les Romains, à l'instar des Étrusques, conservaient dans leurs annales, des textes très très importants dans le système institutionnel romain, les textes des annales, donc ils conservaient dans ces annales la mention de tous les prodigia constatés, et cette documentation officielle relevait d'une démarche politique. Il s'agissait de tenir compte de l'ensemble des signes divins comme autant d'indicateurs précieux pour la prise de décision ou l'évaluation des autorités en place. Et dans ce contexte, une accumulation de signes néfastes pouvait traduire l'incurie du pouvoir et donc délégitimer le pouvoir en place. Alors, tous les lecteurs de l'historiographie latine connaissent bien les listes de prodiges accompagnant le récit des règnes des Césars, chez Tacite comme chez Suétone, par exemple. Et je rappelle que le grand texte de Tacite consacré au règne des Julio-Claudiens porte justement le titre d'Annales. Alors, c'est justement un passage de ces annales qui couvre une partie du règne de Tibère, donc c'est le livre 1 qui couvre une partie du règne de Tibère, qui me semble parfaitement révélateur de cette interconnexion entre choses divines et affaires humaines. Et donc, je lis le passage avec vous. La même année, le Tibre, grossi par des pluies incessantes, avait débordé et inondé les parties basses de la ville. Lorsqu'il se retira, il s'ensuivit des écroulements d'édifices et des pertes de vies humaines. Aussi, Asinius Gallus proposa-t-il de consulter les livres sibyllins, et c'est surtout la phrase à suivre qui m'intéresse. Tibère refusa, désireux de garder secrètes aussi bien les choses divines que les choses humaines. Mais on chargea Aetius Capito et Lucius Aruntius de porter remède au débordement du fleuve. Alors, le désastre dont il est question ici n'a rien d'exceptionnel. Les fleuves, et le Tibre parmi eux, connaissant des crues plus ou moins régulières. Mais il nous montre comment les aléas environnementaux, même lorsqu'ils n'ont rien de particulièrement extraordinaire, s'inscrivent dans une représentation de l'ordre du monde attentive aux moindres variations ou événements susceptibles d'affaiblir le pouvoir en place. Alors, chez Suétone, qui décrit le monstre que Caligula devient progressivement, on trouve ce passage assez savoureux, que je lis aussi avec vous. Donc, il s'agit de Caligula. Il avait même coutume de déplorer ouvertement la malchance de son époque parce qu'elle n'était marquée par aucune catastrophe publique, le principat d'Auguste ayant eu, pour l'illustrer, le désastre de Varus, celui de Tibère, l'écroulement de l'amphithéâtre à Fidène, tandis que le sien était menacé de l'oubli du fait de sa prospérité. Et il souhaitait, à tout instant, un massacre de ses armées, une famine, une peste, des incendies, un cataclysme quelconque. Donc ici, nous avons l'illustration évidemment de la folie d'un empereur qui, pour passer à la prospérité, en vient à rêver du pire. Mais ce que l'historiographie nous apprend, c'est que pendant le règne de Caligula, comme pendant toutes les périodes de cette histoire romaine, des désastres, dont certains assez importants, se produisirent bien.
et que Caligula s'était conduit dans cette situation comme un piètre soutien, enfin s'était montré comme un piètre soutien auprès des victimes de ces désastres, et que cette incapacité de Caligula à apporter le secours attendu constituait l'un des motifs de la détestation générale dont il pouvait faire l'objet. Alors, dans la même catégorie, on peut évidemment mentionner Néron, qui compte aussi parmi ces souverains laissant le souvenir de gouvernants incapables de se soucier des souffrances de leurs sujets, face aux catastrophes en particulier. Et l'événement, évidemment, l'épisode emblématique de cela, c'est le grand incendie de Rome, qui contribue fortement à l'image qui reste attachée au règne de Néron. Alors, image que Néron donna de lui-même ou que l'on donna de lui-même, mais en tout cas une image qui reste attachée à sa personne et à son règne. Alors, cette dimension s'affirme de manière d'autant plus forte qu'un régime autocratique et despotique se met en place avec l'avènement du régime du Principat. La figure de l'empereur ou la figure de César étant garante de l'ordre des choses, y compris sur le plan cosmique, si l'on en juge par les diverses représentations symboliques qui peuvent lui être associées, cette figure devient le point de fixation de tous les maux du temps. Ce qui oblige d'autant plus celui qui est considéré comme maître du monde à réagir et à intervenir lorsqu'un désastre se produit. Et à défaut de pouvoir l'empêcher, même si l'on comprend souvent qu'il peut être perçu comme responsable du malheur subi, il lui appartient, il lui incombe d'en panser les plaies avec la plus grande largesse possible. Alors, les séismes destructeurs ont de ce fait souvent été l'occasion de rebâtir avec plus de magnificence, grâce à la générosité du prince, qui rétablit l'ordre naturel des choses en créant un contexte plus favorable que la situation antérieure au désastre. Donc, aujourd'hui, on parlerait de résilience, par exemple, pour caractériser cette capacité des populations et des pouvoirs publics avec elles à reconstruire et à se reconstruire après une catastrophe. Mais ici, ce que nous comprenons, c'est que cette résilience, dans ce contexte particulier, repose avant tout sur des actes politiques forts, qui sont des actes à la fois concrets, c'est-à-dire secours, reconstruction, largesse, et des actes symboliques, c'est-à-dire des marques de compassion officielles, qui réaffirme la légitimité du pouvoir en place. Alors cette attitude, ça a pu être montré par l'histoire ancienne, par les travaux historiques. Cette attitude fut inspirée des monarchies hellénistiques et elle peut être corrélée au développement important que connut le culte impérial dans les provinces de l'Empire. Et c'est un historien de Rome, Egon Fleig, qui dans ce contexte a pu théoriser en 1992 la notion de acceptance system, système d'acceptation. Alors, c'est sans doute ce qui manque actuellement au président Erdogan en Turquie. Alors, toujours au sujet de Tibère, Tacite rapporte ceci. La même année, 12 villes très peuplées de l'Asie furent détruites par un tremblement de terre pendant la nuit, ce qui rendit le fléau plus soudain et plus terrible. Et l'on n'avait pas le secours habituel en pareil cas, la possibilité de s'enfuir dans la campagne parce que celle-ci était engloutie dans les crevasses qui s'ouvraient. On raconte que d'immenses montagnes s'effondrèrent, que l'on vit des hauteurs là où il n'y avait jusque-là qu'une plaine et que, au milieu des effondrements, des feux brillèrent. Alors, les villes en question ici, qui sont dévastées, et Tacite en donne la liste ensuite, je vais pas la lire, sont des villes qui sont situées dans la partie de la Turquie et du nord de la Syrie actuelle, qui viennent de connaître exactement le même type de fléau que celui qui est décrit dans ce passage de Tacite. Alors, Tacite nous dit ce que fut la réponse donc, de Tibère. Caesar leur promit 10 millions de sesterces et leur fit remise pour 5 ans de tout ce qu'ils payaient au trésor ou au fisc. Et puis on explique qu'un certain nombre de villes furent exemptées de tribut pour la même durée et que l'on envoya un représentant du Sénat pour se rendre compte de l'état de la situation et essayer d'apporter les secours attendus. Alors ici, ce n'est pas la personne même de l'empereur qui se porte physiquement au secours des populations, en se rendant personnellement sur les lieux, mais ce type de situation a pu se produire dans l'histoire de Rome, l'empereur venant en personne au secours des populations.
Alors, dans l'ouvrage collectif que je mentionnais à l'instant, donc celui que nous avons co-dirigé avec Rita Compatangelo et Francesca Di Ozono, il y a également 2 contributions éclairantes sur le sujet, donc auxquelles je vous renvoie si vous voulez poursuivre la réflexion. Celle de Maria Grazia Cinti, qui s'intéresse au tremblement de terre qui a secoué Rome en 191 après Jésus-Christ et qui a été la source d'une campagne de reconstruction très importante de la ville par l'empereur Septime Sévère. Et puis surtout, dans un contexte chrétien, le contexte de Constantinople, devenue capitale de l'Empire romain, l'historien Jonas Borch s'intéresse à la question du rapport entre le pouvoir politique impérial à Constantinople et les tremblements de terre. Et dans ce texte, il montre que le grand intérêt qui est porté aux tremblements de terre, qui était assez régulier dans cette région du monde et qui le sont toujours, le grand intérêt porté aux tremblements de terre dans la littérature conservée, donc la littérature officielle, institutionnelle, d'abord les sermons qui pouvaient être prononcés dans un contexte cultuel, les livres liturgiques et les chroniques, ce grand intérêt donc est dû essentiellement au fait que l'auto-perception de la ville comme siège du premier représentant de Dieu sur terre, l'empereur, puisque c'est ce qu'est l'empereur dans ce contexte de Constantinople, le premier représentant de Dieu sur terre, eh bien, cette auto-perception de la ville comme ce siège y était condensée de manière exemplaire et que, de ce fait, les tremblements de terre ont contribué à entretenir l'image d'un empereur salvateur étroitement lié à la capitale. Alors, je voudrais faire un détour maintenant vers une autre partie du monde pour permettre la comparaison et un détour vers l'Asie. Alors, à l'occasion de l'un des colloques du programme Atlantis, que je mentionnais à l'instant, nous avions invité 2 collègues coréens de l'université Aju, le professeur Ayun Cho et le professeur Jong-Hoon Son, et nous les avions invités en leur proposant de répondre à la question suivante, existe-t-il un imaginaire ou une vision de la fin du monde en Corée? Alors, tous les 2 avaient répondu assez nettement par la négative, dans un premier temps, mais ils avaient profité de cette réponse à la question pour présenter leur réflexion sur la perception que leur peuple, donc le peuple coréen, pouvait avoir des phénomènes catastrophiques. Et ils renvoyaient aux annales de la dynastie Joseon, donc c'est la dynastie royale qui a régné sur une très longue période en Corée, puisque c'est une dynastie qui a régné entre 1392 et 1910, et ils renvoyaient à la manière dont ce texte fondamental de l'historiographie coréenne, donc les annales de la dynastie Joseon, traite des questions naturelles. Et on voit à travers une multiplicité d'épisodes que les catastrophes naturelles étaient interprétées comme l'exigence d'une réflexion en vue de corriger les attitudes humaines. Lorsqu'une catastrophe se produisait, c'était la classe dirigeante, et en particulier le roi, qui devait prendre sa responsabilité et se faire pardonner sur son manque de vertu à travers un ensemble d'actes ritualisés. Alors, on perçoit évidemment dans cette démarche la tradition confucianiste, puisque le roi devait assumer la responsabilité du désordre créé par la catastrophe et faire son mea culpa devant la divinité, c'est-à-dire, dans le cadre coréen, la nature mère. Et donc, en Corée, le désordre naturel était interprété non pas en fonction d'un dieu, mais en fonction de l'organisation de la société, en fait, fondamentalement. Et tout phénomène inhabituel observé, alors dans le ciel notamment, était considéré comme le signal d'un grand bouleversement terrestre. Et en fait, dans cette historiographie coréenne, on trouve très souvent des histoires ou des phénomènes étranges de nature qui entraînent une confusion sociale. Donc, lien entre catastrophe naturelle et confusion sociale. Alors, on peut renvoyer aussi, comme le faisaient nos 2 collègues, à l'une des références qu'ils citaient dans leur article, donc un récit extrait d'un livre intitulé Samguk-sa, qui présente l'histoire de la Corée de l'Antiquité, donc entre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le IXe siècle de notre ère, un livre qui comporte autant d'éléments légendaires ou mythiques que de faits historiques avérés. Donc, vous avez un extrait ici sous les yeux que je ne vais pas lire parce qu'il est assez long, mais que je vais simplement résumer. C'est le récit d'une histoire, enfin, c'est le récit d'une insurrection qui se déroule au 8e siècle dans le royaume Silla, un des anciens noms d'un des royaumes de Corée.
Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'au-delà de l'affaire même, c'est-à-dire l'insurrection sociale, c'est la longueur de la description, c'est l'extrait que vous avez sous les yeux, la longueur de la description des phénomènes anormaux qui précèdent la révolte. L'essentiel de l'histoire est consacré à l'apparition d'une comète, au mouvement de la Terre, au changement climatique, à des comportements étranges des animaux, etc. Donc, c'est cette partie-là qui prime, en fait, dans le récit, beaucoup plus que la partie concernant la narration de l'insurrection elle-même. Et donc, cette longue description est suivie de l'affirmation considérant que des affaires étranges naissent les émeutes. Donc, une affirmation qui témoigne de l'idée selon laquelle les anomalies survenant dans la nature sont très étroitement liées à un incident social. Ils en sont les prémices. Et c'est pour cette raison que les rois de la Corée ancienne, observaient attentivement tous les changements survenus dans l'environnement. Alors, je ne vais pas multiplier les récits, mais en tout cas, nos collègues coréens avaient fourni un ensemble d'exemples tout à fait révélateurs qui ressemblaient beaucoup à ce que l'on connaît, à ce que l'on rencontre dans le contexte romain. Alors, je pourrais bien sûr compléter ce tableau par des situations comparables au Japon ou en Chine, aux époques anciennes, où l'influence du confucianisme s'exerce pareillement. Le dirigeant du pays est le garant de l'ordre naturel et doit préserver l'harmonie entre monde des hommes et ordre de la nature. Je n'ai pas le loisir de développer, mais je peux faire référence au prologue du témoignage de Michael Ferrier, donc dans son ouvrage Fukushima, Récit d'un désastre, paru en 2012, qui rappelle que le premier appareil destiné à détecter les tremblements de terre, donc le premier sismographe, si vous voulez, fut inventé en Chine en 132 de notre ère par Zhang Heng, qui présenta à la cour des Han un stupéfiant vase de bronze faisant office de sismographe. Et cet objet était autant un outil de prévention qu'un objet de pouvoir, c'était un objet qui représentait le pouvoir impérial, un objet de pouvoir marquant la capacité du souverain à rester maître de son empire et garant de la sécurité de ses sujets. Alors, l'article de Cho et Son s'autorise ensuite un saut vers notre époque en se focalisant sur un incident contemporain, le naufrage d'un ferry, le ferry Sewol, en 2014. Le naufrage de ce ferry provoqua la mort de 304 personnes, dont une majorité de lycéens qui étaient alors en voyage scolaire. L'une des causes de ce désastre fut, indépendamment du naufrage du ferry, fut l'incapacité des autorités à secourir à temps et dans de bonnes conditions les victimes. Le choc immense ressenti au sein de la population dévoila une nouvelle perception au point que, nous disent Cho et Son, l'expression « génération Ferry-Sewol », donc « génération Ferry-Sewol », fut largement utilisée et est toujours utilisée en Corée depuis. Elle se réfère à la jeune génération qui ne croit plus à la vieille génération et au système public, sensible à la nécessité d'un changement social. Et de fait, après cet événement, qui fut un véritable traumatisme pour la société coréenne dans son ensemble, c'est l'ensemble du pays, de la nation coréenne qui s'est trouvé en deuil. La société était complètement traumatisée et en proie à une apathie collective. Et Cho et Son nous explique que le peuple ne se divertissait plus dans les semaines qui suivirent. On ne sortait plus, les événements et les fêtes étaient annulés, on ne buvait plus, on ne chantait plus, à tel point que, d'après les chiffres de la Banque de Corée, la consommation des ménages avait chuté de 0,3% au deuxième trimestre de 2014. C'est la période qui correspond à ce traumatisme collectif. Alors, on rapporte aussi un certain nombre de suicides, suicides de représentants des pouvoirs publics qui se sentaient coupables et qui se sentaient responsables d'une situation dont ils n'étaient objectivement et factuellement pas responsables. Et on rapporte surtout qu'en fait, c'est l'ensemble de la nation coréenne qui s'est senti coupable et qui s'est senti responsable de cet événement dramatique. Donc, après cet accident, en fait, presque tous les instituts privés de beaux-arts, qui sont un système assez développé en Corée, ont proposé des séances d'art thérapeutique qui ont été très sollicitées. En fait, c'est l'ensemble du corps social, incluant les enfants, qui avaient besoin de ce genre d'initiatives, des initiatives à but thérapeutique, pour sortir de ce traumatisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de mesures de grande envergure furent prises à cette époque en Corée, mais par le secteur privé, tandis que l'État, la présidente de la République de Corée, ainsi que tous les responsables de la sécurité publique, ne songeaient qu'à nier leurs responsabilités.
Il était difficile de trouver auprès des dirigeants du pays une attitude similaire à celle de certains dirigeants de la dynastie Joseon. Et c'est là que l'histoire ancienne a ressurgi dans l'esprit des Coréens. Face à la critique sur l'incapacité du gouvernement à gérer la sécurité, et donc dans ce cas les secours, le porte-parole de la Maison Bleue, alors la Maison Bleue c'est le palais présidentiel en Corée, le porte-parole de la Maison Bleue a même prétendu que cette dernière, la Maison Bleue, ne remplissait plus le rôle de tour de contrôle lorsqu'une situation de désastre éclatait. Et le psychologue Park Jung-ha avait indiqué en 2015, donc un an après les événements, que cette affaire, l'affaire Sewol, avait révélé divers traumatismes latents chez les Coréens, celui de victimes non protégées par l'État, celui de la confrontation de la gauche et de la droite, alors ça c'est un sujet proprement coréen, et celui de l'incompétence politique d'un leader absent. Et parallèlement, cette absence de leader fit naître dans l'esprit des Coréens une nouvelle forme de communauté basée sur la sympathie. Et ce ne sont pas moins de 482 000 personnes, donc des gens ordinaires, qui n'étaient ni des proches ni des amis des victimes, qui se rendirent au funérarium pour se recueillir pendant 20 jours après le drame. Et alors les auteurs concluent ainsi cette analyse, et donc je cite la dernière phrase de leur article. En Corée, la morale confucianiste est toujours dominante dans presque tous les domaines de la société. L'habitude ne s'efface pas si facilement, mais on ne croit plus au bon cœur et à la vertu du roi ou du chef d'État. Depuis le 16 avril 2014, les Coréens ont enfin pris conscience qu'ils ne pouvaient rien attendre de l'État en situation d'urgence. Et c'est la valeur de la communauté qui pourrait se substituer au rôle de l'État. Et donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement, voilà, ici c'est la citation que je lisais, très rapidement quelques hypothèses ou postulats en guise de conclusion, qui ne sont évidemment fondés que sur ces quelques notations historiques et culturelles et qui appelleraient de plus amples développements. Mais je voudrais poser quelques hypothèses réflexives qui restent évidemment à vérifier et surtout à préciser par la confrontation systématique avec les données historiques. Première hypothèse ou premier postulat. Comme je l'ai rappelé, nos sociétés occidentales contemporaines ont désormais séparé la sphère du religieux de celle du politique. Or, cette séparation ne va anthropologiquement pas de soi, surtout si l'on considère que la religion peut aussi se définir, quelles que soient ses formes, comme un certain sentiment à l'égard du cosmos ou de l'ordre du monde, un sentiment qui relierait les hommes aux caprices de leur environnement, aux caprices du cosmos. Alors, j'ai ici évidemment à l'esprit l'étymologie du terme latin religio. La religion, c'est ce qui relie. À titre de contre-exemple, évidemment, contre-exemple relatif à la mise à l'écart du religieux dans nos sociétés, je pourrais mentionner la réaction des mouvements évangéliques états-uniens à la suite de l'ouragan Katrina, l'ouragan qui dévasta la Nouvelle-Orléans en 2005. Pour ces mouvances millénaristes, en attente de l'apocalypse, cette catastrophe d'origine naturelle prenait un sens tout particulier. Donc, face aux catastrophes, en fait, je pense que même nos sociétés contemporaines peuvent avoir du mal à se départir d'une certaine forme de superstition ou de religiosité qui influe sur la perception sociale ou politique des événements. C'est plus ou moins vrai, évidemment, selon les lieux. Si par ailleurs, donc deuxième hypothèse maintenant, ou deuxième postulat, si par ailleurs, religion et politique se trouvent aller de pair, et cela existe dans un certain nombre chez un certain nombre de populations, dans un certain nombre d'États, une alliance entre religion et politique, dans ce cas, le pouvoir en place peut avoir à assumer toute la responsabilité des maux du temps. La séparation des deux sphères, que nous appelons laïcité, ne résout néanmoins pas l'équation, puisque la survenue d'une catastrophe peut être utilisée comme arme par les tenants d'une religiosité extrême contre le pouvoir séculier, coupable de toutes les vicissitudes justifiant la colère divine. Et troisième hypothèse ou postulat, il faudrait se livrer à une étude approfondie et globale, à la fois historique et politique, sur les perceptions de la catastrophe en fonction des régimes ou des systèmes politiques où elle prend place. Je poserai comme hypothèse que, dans la perception des populations, la responsabilité des pouvoirs publics est d'autant plus sollicitée que le régime est plus centralisé et ou plus autocratique, parce qu'évidemment, centralisme et autocratie, ce n'est pas forcément la même chose. Alors évidemment, cet argument paraît être un argument logique et assez intuitif, en vertu du fait que plus le pouvoir est centralisé ou plus il est autoritaire,
plus il concentre les responsabilités. Mais à côté de ce caractère intuitif de l'argument, on peut trouver aussi des contre-exemples, puisqu'on sait très bien également démontré historiquement que le bouc émissaire ou la désignation d'un ennemi intérieur est souvent un ressort des États totalitaires ou autoritaires pour détourner les responsabilités. Donc, l'opposé, évidemment, de ce système serait celui de sociétés fondant leur vivre ensemble sur les principes du collectif et du communautaire, selon une dynamique horizontale, auquel cas la calamité et ses conséquences se vit avant tout comme une responsabilité partagée. Et en fait, il me semble que c'est le degré de structuration des institutions qui est ici en jeu, car plus cette structuration est avancée, plus une certaine verticalité tend à prendre le pas sur l'horizontalité communautaire. Dans tous les cas, la calamité met en jeu les fondements mêmes de l'État, dont la souveraineté repose sur la capacité à garantir l'ordre public et la sécurité. Donc, somme toute, considérer la catastrophe impose une réflexion d'ordre politique sur le risque et sur la responsabilité. Il semble que les deux soient indissociables. Et sans le potentiel de déstabilisation sociopolitique que tout désastre naturel contient en germe, un désastre naturel ne serait rien d'autre que ce que les géographes désignent comme un aléa. Il devient catastrophe, cet aléa, dès lors qu'il perturbe la sphère du social. Alors évidemment, par cette assertion assez simple, pour ne pas dire simpliste, j'ai bien conscience de tenir les mécanismes complexes de la psyché humaine à l'écart, en n'envisageant pas tous les visages du traumatisme, car les catastrophes peuvent aussi être des événements intimes et individuels, mais cela est une autre histoire. Je vous remercie.